Donc, à l'invitation de l'université permanente, où il m'est souvent arrivé d'intervenir dans le passé, et si je mets mes lunettes, d'ailleurs, je reconnais quelques visages amis et familiers. Donc, je viens dire un mot, quelques mots, plutôt que prononcer véritablement une conférence sur ce livre, donc mon livre le plus récent, apparemment consacré à Shakespeare. Shakespeare, quelqu'un, tout le monde, et puis personne. Alors, afin de dissiper tout éventuel malentendu et en guise d'éventuelles mises en garde à l'intention des internautes, puisqu'on m'a dit que cette conférence était enregistrée et serait diffusée, des internautes qui souvent attendent des conférences précisément autre chose que ce que les conférenciers veulent leur donner. Donc, afin de dissiper tout malentendu et en guise de mise en garde, je voudrais dire que ce livre n'est pas vraiment un livre sur Shakespeare et que je ne vais pas vraiment parler de Shakespeare dans les minutes qui viennent. Disons que Shakespeare est le prétexte de ce livre plutôt que le sujet de celui-ci. En tout cas, ça n'est pas le livre d'un spécialiste de Shakespeare, parce que je ne suis absolument pas un spécialiste de Shakespeare. Pour être un spécialiste de Shakespeare, une vie ne suffit pas. Et d'autres parleraient sans doute de façon plus docte, plus érudite, plus sérieuse de cet auteur. Le livre a paru dans une collection aux éditions Flammarion, qui est dirigée par un écrivain qui s'appelle Colin Lemoine, une collection qui s'intitule D'après, où m'a précédé Marie-Hélène Lafont, qui a consacré un livre dans cette même collection à Cézanne, où m'a suivi Pierre Michon, qui fut autrefois un auteur nantais, qui a consacré, lui, son livre à un artiste de la Grèce antique. Doit me suivre également, je crois, un auteur pour lequel j'ai la plus vive admiration, qui est Hélène Cixous, et qui doit, je crois, parler de Jean Genet. Le principe de cette collection, c'est donc de demander, non pas à des spécialistes, mais à des écrivains, des romanciers, des poètes, des essayistes, d'évoquer la figure d'un grand créateur du passé, mais de l'évoquer de façon, j'allais dire, fantaisiste, ou en tout cas à leur fantaisie, de la façon la plus libre et la plus subjective qui soit. Il s'agit donc de rêver Shakespeare, de le raconter, de le réécrire, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Alors, si vous me le permettez, avant de parler, malgré tout, rassurez-vous, de Shakespeare, je voudrais commencer par un préambule un peu personnel pour essayer de m'expliquer davantage sur cet exercice auquel je me suis livré avec ce livre et auquel il m'est arrivé dans le passé de me livrer déjà en prenant pour prétexte la vie d'autres grands personnages ou d'autres grands créateurs du passé. Il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, je crois, j'avais consacré à cette question une conférence qui avait été proposée à l'Institut du Tout-Monde, à l'Institut Édouard Glissant à Paris. Et j'avais donné à cette conférence le titre que vous voyez derrière moi, « Écrire une vie, écrire sa vie, écrire la vie ». Et ce sont ces quelques remarques que je voudrais donc reprendre en guise de préambule afin d'éclairer donc la démarche qui a été la mienne dans ce livre consacré à Shakespeare dont je vais vous parler d'ici quelques minutes. Je commencerai avec une double citation en guise d'épigraphe empruntée à un auteur dont il m'est arrivé de venir vous parler puisqu'il s'agit de Louis Aragon, auquel j'ai consacré, je vais en dire un mot dans un instant, une biographie, dont j'ai édité en partie l'œuvre dans la bibliothèque de la Pléiade, côté roman et côté poème. J'ai notamment été l'éditeur du dernier roman d'Aragon, Théâtre roman, qui est un livre dans lequel Aragon, justement, qui n'a jamais été vraiment biographe, qui a été romancier, poète, essayiste et bien d'autres choses encore, Aragon n'a jamais été véritablement biographe, mais il réfléchit à ce qu'il appelle dans ce livre l'homme écrit, dont il dit qu'il est toujours un homme inventé. Et je voudrais donc, en guise d'épigraphe,
et afin, je le répète, d'éclairer la démarche qui a été la mienne, citer 2 phrases du dernier roman d'Aragon. Alors, la première de ces phrases, je l'ai mise en épigraphe donc de ma biographie consacrée à cet auteur. Aragon écrit dans Théâtre roman, et je peux bien raconter l'histoire d'autrui, c'est toujours la mienne. Toujours le mien, le temps qui ne passe pas, le temps changé, mais rien n'y change, une plage à perte de vue et le vent des sables soudain. Et puis, toujours dans le même livre, l'honnêteté, sans nul doute, exigerait que tous les livres intitulés Mémoires soient considérés comme des romans, ou pour mieux dire du roman. Je ne suis pas loin de considérer les mémorialistes comme des faussaires, de plus ou moins de talent, voilà tout. En général, on distingue les livres dans lesquels on écrit une vie, la vie d'un autre, ce qu'on appelle des biographies, les livres dans lesquels on écrit sa vie, les autobiographies, et les livres dans lesquels on écrit ou on tente d'écrire la vie, et qui peuvent prendre toutes sortes de formes, du côté de la littérature, de la fiction, du roman ou de la poésie. Mais la conviction qui a toujours été la mienne, c'est qu'il n'existait aucune solution de continuité entre ces 3 genres que la littérature, d'ordinaire, distingue. Aucune solution de continuité, mais au contraire une grande porosité. Si bien que, comme le déclare Aragon dans son dernier roman, quand on écrit la vie d'un autre, c'est aussi sa propre vie qu'on écrit, et vice-versa. Et quelle que soit la vie que l'on écrit, c'est toujours la vie que l'on écrit. La vie, ce mot disait encore Aragon, après lequel on ne peut plus en écrire aucun autre. Alors je me suis livré dans le passé à cet exercice, je le rappelle un peu de façon à justifier un petit peu le nouveau livre dont je viens de vous parler. J'ai écrit des livres qui semblent relever du genre biographique. Ça a été le cas notamment donc de la biographie que j'ai consacrée à Aragon et qui, j'allais dire, est la plus classique de toutes les biographies que j'ai écrites parce que j'ai voulu me soumettre au cahier des charges qui était celui de la collection que Gallimard consacre justement au genre de la biographie. Il m'est arrivé d'écrire aussi sur des personnages fort différents, hein, comme par exemple Napoléon, dans le cadre d'une autre collection proposée par les éditions Gallimard, collection intitulée Les hommes qui ont fait la France. Et bien sûr, je ne suis pas plus un spécialiste de Napoléon que je ne suis un spécialiste de Shakespeare. L'idée, c'était d'approcher ces grands hommes, non pas du côté de l'érudition, non pas du côté de la science, mais du côté des mythes, des fables, des légendes que ces personnages ont suscité et continuent à susciter aujourd'hui. Ce sont des biographies, mais ce sont aussi, bien que je ne me prenne absolument pas, je vous rassure, ni pour Napoléon ni pour Aragon, ce sont des biographies dans lesquelles j'ai eu le souci de m'exprimer aussi de manière personnelle ou de manière subjective, comme je le fais par ailleurs lorsque j'écris ce qu'on appelle, ce qu'on présente comme des romans. Si vous vous intéressez à ces questions, si vous vous intéressez à la littérature française la plus contemporaine, disons telle qu'elle s'écrit depuis 20 ou 30 ans, vous connaissez ces 2 mots qui figurent derrière moi et qui sont devenus des mots qui appartiennent au vocabulaire critique le plus courant. On parle depuis la fin du XXe siècle, on parle depuis Serge Doubrovski de l'autofiction, ce qu'on appelait autrefois le roman autobiographique. Et depuis un peu moins de temps, depuis disons une dizaine ou une quinzaine d'années, on parle également de l'exofiction. L'exofiction, je précise le sens de ce terme si vous est moins familier, l'exofiction c'est ce genre qui consiste à raconter la vie d'un autre, mais de telle sorte que cet autre dont on raconte sur le mode romanesque la vie, tende à celui qui raconte, c'est-à-dire à l'auteur, une sorte de miroir dans lequel son visage se réfléchit.
Tout comme autobiographie et biographie sont pour moi liés, autofiction et exofiction me semblent être les deux faces d'une même pièce, où les deux images, sans qu'on sache d'ailleurs où est l'image et où est l'original, les deux mêmes images dans un même miroir. L'idée, c'est que, me semble-t-il, pour un romancier, il faut raconter toujours sa propre vie comme s'il s'agissait de celle d'un autre, et raconter la vie d'un autre, raconter la vie des autres comme s'il s'agissait de la sienne. Alors c'est ce que j'ai fait dans de très nombreux livres, dans de très nombreux romans, notamment dans un vieux roman qui s'appelle Sarinagara, qui est apparu en 2004, et où, dans cette autofiction, je m'effaçais en quelque sorte derrière la figure de trois artistes, de trois écrivains japonais, Kobayashi Issa, qui fut l'un des grands maîtres du haïku au début du XIXe siècle, Natsume Soseki, qui fut l'un des inventeurs du roman japonais moderne au début du XXe siècle, et Yamahata Yosuke, qui fut le premier à photographier les victimes de Nagasaki au lendemain du bombardement nucléaire de 1945. C'est ce même protocole narratif auquel j'ai eu recours dans d'autres livres, et notamment plus récemment dans Je reste roi de mes chagrins, où j'évoquais un épisode assez méconnu de la vie de Winston Churchill, la rencontre de celui-ci avec un peintre du nom de Graham Sutherland. Le Parlement britannique, pour pousser Churchill vers la retraite, avait demandé à ce grand peintre de peindre le portrait du Premier ministre qui devait lui être offert en cadeau. Et à partir de là, toute une histoire se raconte. Je commence, je reste roi de mes chagrins, par un récit que j'emprunte à la Bible, qui est le récit de la rencontre entre le roi David et le prophète Nathan. Nathan raconte à David l'histoire d'un homme qui a dérobé à un autre homme la brebis qui était la plus chère de son troupeau. Et David ne comprend pas tout d'abord que l'histoire qui lui est racontée par le prophète est en vérité la sienne, puisque lui-même a entrepris de dérober à son mari la femme qu'il aime, Bethsabée. Et lorsque la scène se termine, donc Nathan s'adresse à David avec ces mots « Tu es cet homme ». Bien, je crois que cette révélation, cette reconnaissance, comme dit Aristote, puisque c'est un terme qu'il emploie dans la poétique, cette révélation, cette reconnaissance, elle est précisément ce que nous offre la littérature. On nous raconte une autre histoire que la nôtre, mais cette histoire, finalement, nous la reconnaissons comme étant la nôtre, et se met en place ce miroir fictionnel, ce miroir littéraire, dans lequel on ne sait plus trop de qui est le visage que l'on regarde, si c'est le sien ou celui d'un autre. Alors Shakespeare, j'en arrive à lui. Shakespeare a dit la même chose, hein. Il l'a dit très souvent, il l'a dit notamment dans une pièce dont je n'aurai sans doute pas l'occasion de vous parler, hein, qui est Jules César. Un personnage de la pièce s'adresse à l'autre et dit la chose suivante, lui dit la chose suivante, et puisque vous ne pouvez voir vous-même aussi bien que par reflet, moi, votre miroir, vous découvrira modestement ce que de vous-même vous ne savez pas encore. Voilà un peu le protocole dont j'ai voulu qu'il soit à l'œuvre dans plusieurs de mes livres, essais, biographies ou romans, et qui est à nouveau à l'œuvre donc dans ce livre que je viens de consacrer à William Shakespeare, où je parle de Shakespeare, mais en faisant en sorte, ou en essayant de faire en sorte que l'histoire que je raconte soit aussi celle de chacun, la vôtre ou bien la mienne. Alors j'en arrive à Shakespeare. Comment raconter la vie d'un tel homme ? Si j'ai eu l'idée de consacrer ce livre à Shakespeare, avec toutes les difficultés bien sûr qu'un tel projet soulevait a priori, c'est parce que j'ai eu le sentiment qu'il y avait un fil que je pouvais suivre et qui me permettrait de raconter peut-être différemment l'existence de ce grand écrivain, de cet écrivain qui est sans doute le plus célèbre de tous les écrivains de l'histoire de l'humanité. Il y a un paradoxe qui autrefois m'avait frappé, et c'est ce paradoxe dont j'ai fait le point de départ de mon livre,
et dont je voudrais maintenant très brièvement retracer la généalogie. Alors quel est ce paradoxe? De quoi s'agit-il? En quoi consiste cette généalogie? Et en quoi ce paradoxe a-t-il constitué pour moi le fil directeur que j'ai tenté de suivre dans le petit livre dont je vous parle aujourd'hui? On peut remonter, ou on doit remonter, à un écrivain anglais du tout début du XIXe siècle, qui est très célèbre, mais très méconnu en France, parce qu'il a été très peu traduit. C'est un grand écrivain, disons, de l'époque romantique, essayiste surtout, William Hazlitt, donc de son prénom, qui a consacré toute une série de textes, de conférences, d'essais, d'articles, si vous voulez, aux grands écrivains du passé, et particulièrement à Shakespeare. Il y a un texte de Hazlitt, dont j'ignore s'il a été traduit en français, qui date de 1818 et dans lequel Hazlitt compare Shakespeare et Milton. Et voilà donc ce que déclare Hazlitt à propos de Shakespeare. Alors, comme je n'ai pas trouvé la traduction du texte en français, j'ai fait figurer la citation en anglais, mais je vais la traduire approximativement maintenant. De Shakespeare, Hazlitt dit « Il était juste comme n'importe quel autre homme, sauf qu'il était comme tous les autres hommes. Il était le moins égotiste ou le moins égoïste possible, qu'il soit possible d'être. Il n'était rien en lui-même, mais il était tout ce que les hommes, tout ce que les autres étaient, ou tout ce qu'ils auraient pu être. » Donc voilà l'idée qui m'a inspiré pour le titre que j'ai donné à mon livre. Voilà le paradoxe qui m'a séduit de par son caractère brillant et à l'école duquel j'ai voulu mettre ma propre lecture de Shakespeare. Shakespeare était comme tous les hommes, sauf en ceci qu'il était comme tous les hommes. Alors c'est une idée qu'on retrouve chez beaucoup d'autres auteurs après Hazlitt. Il y a vraiment donc à ce titre une généalogie, comme je l'indiquais, du paradoxe que je viens de pointer du doigt. Mais au sein de cette longue généalogie, je voudrais m'arrêter simplement sur deux exemples, deux très grands écrivains du XXe siècle, auxquels il m'est arrivé souvent de me référer et dont les textes qu'ils ont consacrés à Shakespeare ont inspiré l'approche que j'ai voulu moi-même adopter. Le premier de ces écrivains, c'est le romancier irlandais James Joyce, dont il sera d'ailleurs question, j'en profite pour faire de la publicité, non pas de la publicité pour moi, mais de la publicité pour les organisateurs de l'événement, puisque Impression d'Europe, à la fin de la semaine à Nantes, consacre un week-end à la littérature irlandaise. Il y sera question de Oscar Wilde, mais également de James Joyce et d'un certain nombre d'auteurs irlandais contemporains qui font pour l'occasion le voyage jusqu'à Nantes. Alors j'ai écrit autrefois un essai consacré à Ulysse de Joyce, qui est apparu à Nantes aux éditions Cécile Defaux, et qui a été réédité en 2022 aux éditions Gallimard, de manière à célébrer le 100e anniversaire de la publication à Paris d'Ulysse. Dans ce roman, qui est sans doute, avec La Recherche du temps perdu, le premier grand roman du XXe siècle, le roman, disons, avec lequel s'invente le roman du XXe siècle en Europe. Donc dans ce livre, Ulysse, Joyce consacre tout un chapitre, c'est le 9e, à Shakespeare. Il raconte la conférence qu'à la Bibliothèque nationale de Dublin donne l'un de ses héros, le jeune Stephen Dedalus, le poète auquel il avait consacré son précédent livre, Portrait de l'artiste en jeune homme, paru en 1916. Donc Stephen Dedalus prononce donc devant un certain nombre d'intellectuels, d'écrivains, de poètes, de philosophes irlandais,
une conférence qu'il consacre à Shakespeare en général et plus particulièrement à Hamlet, proposant de cette pièce une clé d'interprétation tout à fait originale à laquelle d'ailleurs je me réfère dans le livre dont je vous parle aujourd'hui. Shakespeare a bien sûr été un lecteur de Hazlitt et on retrouve donc dans ce 9e chapitre d'Ulysse l'écho du paradoxe que j'ai pointé du doigt il y a quelques instants. L'un des interlocuteurs, on pourrait même dire l'un des contradicteurs de Stephen Dedalus, déclare de Shakespeare « il est tout dans tout ». Et Stephen acquiesce, il surenchérit même. Il l'est, dit Stephen. Il a découvert comme actuel dans le monde extérieur ce qui dans le monde intérieur était potentiel. Maeterlinck dit « Si Socrate sort de chez lui aujourd'hui, il trouvera le sage assis sur le pas de sa porte. Si Judas sort ce soir, c'est vers Judas que ses pas le mèneront. Chaque vie, c'est beaucoup de jours, jour après jour. Nous marchons à travers nous-mêmes, rencontrant voleurs, fantômes, géants, vieillards, jeunes gens, épouses, veuves, frères d'amour, mais toujours nous rencontrant nous-mêmes. » C'est là que j'entends l'écho du paradoxe d'Hazlitt. Shakespeare était comme tous les hommes, sauf en ceci qu'il était tous les hommes. Et à chaque fois que nous sortons de chez nous, c'est pour rencontrer sous diverses apparences des personnages qui sont également nous-mêmes, mais qui déjà figuraient dans l'œuvre immense et dans l'œuvre infinie de William Shakespeare. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce 9e chapitre d'Ulysse, mais j'ai peur de m'égarer un petit peu dans ce labyrinthe si je suis trop de pistes à la fois, donc je vais peut-être m'en tenir là, quitte à y revenir tout à l'heure si vous souhaitez des précisions. Je voudrais poursuivre dans l'évocation de cette généalogie du paradoxe d'Hazlitt par laquelle j'ai choisi de commencer. Hazlitt donc, Joyce ensuite dans Ulysse, et puis un peu plus près de nous, le grand écrivain argentin Jorge Luis Borges, grand admirateur de Joyce, auquel il a consacré de magnifiques poèmes, grand admirateur de Shakespeare également, auquel il a consacré également quelques poèmes ou quelques essais. Et en vérité, c'est à travers Borges, dont j'étais un grand lecteur adolescent, c'est à travers Borges que j'ai d'abord découvert le paradoxe de Hazlitt. Suivant cette généalogie que je vous retrace dans l'ordre chronologique, en quelque sorte à l'envers. N'allant pas d'Hazlitt à Borges, mais allant dans mon cas de Borges à Hazlitt. Et donc vous avez un texte de Borges qui figure dans Autre Inquisition, un texte qui date de 1950 et qui s'intitule « De quelqu'un à personne », dans lequel Borges écrit ceci « Shakespeare ressemblait à tous les hommes, sauf en ceci qu'il ressemblait à tous les hommes. Au fond de lui-même, il n'était rien, mais il était tout ce que sont les autres, ou tout ce qu'ils peuvent être. » Ce qui est ni plus ni moins que la traduction en français de la traduction en espagnol que Borges propose du texte de Hazlitt que j'ai cité moi-même il y a un instant. Enfin, si vous connaissez bien l'œuvre de Borges, il attire notre attention sur ce qu'il advient des citations lorsqu'elles passent d'une langue à une autre et d'une époque à une autre. Je fais ici allusion à une nouvelle très célèbre de Borges qui s'intitule Pierre Ménard, auteur du Quichotte, et qui raconte comment un écrivain français du XXe siècle, Pierre Ménard, entreprend de réécrire le Quichotte de Cervantes, mais en le recopiant mot pour mot. Borges était fasciné par ce paradoxe et il avait de bonnes raisons de l'être. Si vous lisez fiction, si vous lisez l'Aleph, il y a toujours eu chez lui ce rêve de devenir en quelque sorte personne afin d'être tout le monde.
C'est la morale, si on peut dire, de la nouvelle par laquelle commence l'Aleph, nouvelle qui s'intitule L'Immortel et qui raconte l'histoire d'un homme qui rencontre finalement Ulysse, Ulysse dont le nom était personne, Ulysse qui lui dit, c'est la dernière phrase de la nouvelle, « J'ai été comme Ulysse, j'ai été personne, bientôt je serai comme tout le monde, je serai mort ». Il y a un très beau poème de Borges, où Borges exprime ce vœu. Il dit boire au cristallin l'été, être éternellement, mais n'avoir pas été. Voilà, c'est ce désir de disparaître que Borges a souvent exprimé dans son œuvre et qu'il a retrouvé ou qu'il a projeté dans la figure de Shakespeare, tel qu'il en parle. J'y reviendrai, si j'en ai le temps, en conclusion. Donc voilà ce qu'a été mon point de départ et ce qui m'a donné donc mon titre. Shakespeare, quelqu'un, tout le monde et puis personne. J'ai voulu parler de cet écrivain en essayant d'approcher ce paradoxe qui fait de lui à la fois le plus singulier et le plus universel des auteurs. Il est comme tout le monde, mais il n'est comme personne puisqu'il est comme tout le monde. Alors, Shakespeare se prête à cet exercice parce que, pour dire les choses très, très clairement, très directement, très brutalement, on ne sait absolument rien de lui, ou presque. Ce que l'on sait de Shakespeare, en vérité, tient en quelques lignes. Alors ces lignes, elles ont été écrites autrefois par un certain George Stevens, qui a été à la fin du XVIIIe siècle, très précisément en 1773, l'un des éditeurs de Shakespeare, et qui, en tête donc de l'édition qu'il a donnée du théâtre de Shakespeare, a proposé une sorte de biographie extraordinairement synthétique et lapidaire. Elle tient sur l'écran derrière moi. Tout ce qui est connu avec quelques degrés de certitude le concernant est qu'il naquit à Stratford-upon-Avon, qu'il s'y maria, y eut des enfants, qu'il partit pour Londres, où il commença comme acteur, écrivit des poèmes et des pièces, et qu'il revint à Stratford, fit son testament, mourut et fut enterré. On pourrait s'en tenir là. Ce qui n'a pas empêché de très nombreux auteurs de consacrer de monumentales biographies à Shakespeare, ce qui ne m'a pas empêché, moi non plus, d'écrire un livre sur Shakespeare. Mais j'ai voulu tout au long de ce livre rester fidèle à ce paradoxe que j'ai énoncé et me demander ce que c'est que de raconter la vie d'un homme universellement connu et dont pourtant on ne sait littéralement rien. Alors je précise malgré tout, je précise les faits à partir desquels la fable s'est formée depuis longtemps désormais. Que sait-on précisément de Shakespeare ? On dispose de quelques documents extraordinairement rares et depuis longtemps répertoriés, que l'on peut sans difficulté trouver dans les innombrables livres qui ont été consacrés à Shakespeare ou sur Internet. On dispose d'un acte de baptême. On sait que Shakespeare a été baptisé donc à Stratford le 26 avril 1564. Mais on ignore le jour où il est né. Sans doute 2 ou 3 jours auparavant. On a décidé par commodité que ce serait le 23 avril 1564, parce que, comme on le verra dans un instant, c'est un 23 avril également, quelques années plus tard, que Shakespeare est mort, et c'est un 23 avril qu'on célèbre la Saint-Georges qui est le patron du royaume britannique. On sait donc que Shakespeare a été baptisé. On ne sait pas grand-chose de la religion qui était la sienne. À l'époque, en Grande-Bretagne, on change de religion, j'allais dire, comme de chemise, ou presque, puisque la religion des sujets doit être la religion du monarque, et que le monarque lui-même a plusieurs fois changé de religion
au cours des années qui ont précédé la naissance de Shakespeare. On sait que les parents de Shakespeare, son père notamment, ont été catholiques, mais ils ne le sont plus au jour où naît Shakespeare, quel que soit ce jour, puisque désormais c'est Élisabeth qui règne et qu'elle a imposé donc que soit rompu tout lien avec l'Église romaine. Ce qui n'empêche pas certains, mais ils n'ont absolument aucun élément de preuve à avancer, ce qui n'empêche pas certains de prétendre que Shakespeare est resté catholique en secret, est resté fidèle à la foi romaine jusqu'à ses derniers jours, et on peut, si on est imaginatif, trouver effectivement dans le théâtre de Shakespeare, et notamment dans Hamlet, un certain nombre d'indices qui indiqueraient la supposée foi catholique du dramaturge élisabétain. Mais tout ce qu'on sait, c'est donc que Shakespeare a été baptisé le 26 avril 1564, un point et c'est tout. On sait aussi qu'il s'est marié le 28 novembre 1582 avec une certaine Anne Hathaway, plus âgée que lui, ce qui a fait couler beaucoup d'encre et ce qui a donné naissance à de nouvelles spéculations. Je dis on sait, mais je le dis un peu vite. En vérité, on dispose, si ma mémoire est bonne, de 2 documents légaux qui concernent ce mariage, une dispense qui a été accordée à Shakespeare pour qu'il puisse se marier à un jour qui n'aurait pas dû être celui de son mariage en raison du calendrier liturgique qui s'appliquait à l'époque. Je passe sur les détails. Et un contrat de mariage, sauf que les 2 documents dont on dispose donnent du nom de la future mariée une graphie différente. Ce qui fait que certains ont pu imaginer que ces 2 documents s'appliquaient à 2 femmes différentes. Non pas que Shakespeare ait été bigame, mais il aurait renoncé à un premier mariage pour épouser celle qui finalement est devenue sa femme. Voilà tout ce qu'on sait relativement au mariage de Shakespeare en novembre 1582. On sait qu'il a eu 3 enfants, donc de celle qu'on choisira d'appeler Anne Hathaway, Susanna, qui a été baptisée à Stratford également le 26 mai 1583, et puis 2 jumeaux, Hamnet, un garçon, et Judith, donc une fille, qui eux furent baptisés le 2 février 85. De ces 3 enfants, on sait un certain nombre de choses relativement au mariage qu'ont fait les 2 filles et relativement au décès du petit Hamnet qui est mort à 9 ans dans des circonstances qui restent aujourd'hui mystérieuses. Et là aussi, on n'a pas manqué de s'interroger sur le rapport qui avait pu être celui de Shakespeare à ces 2 filles qu'il a vu grandir et à ce petit garçon qui est mort en son absence. Shakespeare disparaît ensuite. C'est ce qu'on appelle the lost years, les années perdues. Pendant 7 ans, on ne sait absolument pas ce qu'il est devenu. Il a quitté Stratford, il a quitté sa femme et ses enfants, et on le retrouve donc un peu plus tard, en 1592, à Londres, acteur et auteur. Enfin, je dis qu'on le retrouve, mais là aussi, je parle un peu vite. Tout ce qu'on sait, c'est que figure dans le texte d'un certain Robert Greene, un écrivain de l'époque, une allusion un peu perfide à un homme que Greene surnomme Shake Scene, le secoueur de scène, que Greene ne porte pas vraiment dans son cœur. Greene fait partie de ce qu'on appelle à l'époque les University Wits, c'est-à-dire les beaux esprits de l'université, des écrivains qui sont sortis de Oxford, de Cambridge, et qui donc vouent un mépris assez visible aux acteurs et aux auteurs qui n'ont pas les mêmes diplômes qu'eux et qui pourtant connaissent plus de succès sur les scènes londoniennes. Donc si vous regardez ce petit livre de Robert Greene, qui autrement serait complètement ignoré sinon des spécialistes, vous y trouvez quelques lignes dont on peut supposer qu'elles font allusion au jeune Shakespeare et qu'elles sont donc le signe du succès qu'en 1592, il commencerait à connaître à la fois en tant qu'auteur et en tant qu'acteur à Londres. Certains des poèmes de Shakespeare vont être publiés. Vénus et Adonis, le viol de Lucrèce, et puis plus tard les sonnets.
Certaines de ses pièces également sont publiées, mais parfois sans qu'y figure le nom de leur auteur, et le plus souvent sous des formes pirates, dans la mesure où, bien sûr, les règles modernes du copyright étaient loin de s'appliquer encore dans l'Angleterre élisabéthaine. Il y a quelques autres documents qui subsistent, et qui permettent de constater qu'en 1595, donc le nom de Shakespeare apparaît aux côtés d'autres noms dans un document donc, qui recense les acteurs qui appartiennent à la troupe du Lord Chambellan. Et puis un peu plus tard, en 1603, on a changé de roi, c'est Jacques qui a succédé à Élisabeth. Shakespeare, avec quelques-uns de ses camarades, obtient donc le titre de comédien du roi et de gentilhomme de la chambre. Et c'est tout. C'est tout, à part le testament que Shakespeare laisse en avril 1616. On ignore là encore le jour exact de sa mort. On dispose de l'acte de décès, ou plutôt de l'acte qui consigne l'enterrement, les funérailles de Shakespeare. On suppose qu'il est mort donc le 23 avril 1616. Et quelques jours auparavant, il a rédigé et remanié à plusieurs reprises un testament sur lequel donc figure sa signature, ses signatures. Un testament qui est extraordinairement banal et sec, dans lequel Shakespeare, après avoir recommandé son âme à Dieu, se contente de préciser à qui il veut que ses biens aillent après sa mort. Et il y a notamment, c'est assez célèbre, dans ce testament, une mention qui a suscité, là encore, la curiosité de bien des spécialistes. Shakespeare ne laisse à sa veuve, Anne Hathaway, la femme plus âgée que lui, qu'il a épousée autrefois et qui donc lui survit, il ne lui laisse que, alors c'est facile à comprendre mais difficile à traduire de l'anglais, le moins bon de ses deux lits ou son deuxième meilleur lit. Alors on s'est beaucoup demandé pourquoi, parce que ça semble quand même un legs assez mesquin à laisser à la femme avec laquelle on a partagé toute sa vie, quoique je vous le rappelle, ici Shakespeare avait quitté Stratford et a passé l'essentiel de sa vie loin de son foyer, ne retournant que régulièrement mais épisodiquement dans le domicile qu'il aurait dû partager avec son épouse et avec ses enfants. Donc voilà tout ce que l'on sait avec quelques degrés de certitude, comme le dit Stevens, de l'existence de Shakespeare. Et à partir de ces quelques faits extraordinairement minces, donc il a bien fallu écrire une fable pour prêter vie à Shakespeare. Shakespeare, en vérité, n'avait pas de vie. Personne ne se souciait de ce qu'avait été sa vie. C'est bien plus tard, bien longtemps après sa mort, qu'on s'est demandé qui avait été Shakespeare et qu'à défaut de le savoir, on a décidé de créer de toutes pièces une biographie pour l'homme qui en était dépourvu. En fait, c'est pratiquement un siècle après la mort de Shakespeare qu'on commence à écrire la vie de Shakespeare. Le premier biographe de Shakespeare est un écrivain qui s'appelle Nicholas Rowe, à qui on doit en 1709, à l'occasion donc de l'édition du théâtre de Shakespeare qu'il propose, un petit texte, disons d'une vingtaine de pages, que vous voyez reproduit derrière moi en fac-similé, Some Account of the Life, etc. C'est un texte extraordinairement intéressant, mais qui ne correspond pas du tout à l'idée que l'on se ferait d'une biographie au sens moderne du terme. Nicholas Rowe ne dispose pratiquement d'aucun document, sinon le théâtre de Shakespeare, sinon les œuvres de Shakespeare, j'en dirai un mot dans un instant. Et il envoie à l'un de ses amis, un comédien, en mission spéciale, on pourrait dire, à Stratford, pour recueillir les souvenirs, non pas de ceux qui ont connu Shakespeare, parce qu'ils sont morts depuis bien longtemps, mais les souvenirs de ceux qui ont connu
les hommes et les femmes qui autrefois avaient vaguement entendu parler de Shakespeare à Stratford. C'est l'histoire de l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. À cette occasion, donc, quelques anecdotes sont recueillies, qui sont tout à fait romanesques et parfois passionnantes, mais dont il est absolument impossible de dire quel est leur degré de vraisemblance ou de crédibilité. C'est de là que vient notamment la légende qui voudrait que Shakespeare, donc tout jeune homme, ait fui Stratford parce qu'il s'était rendu coupable de braconnage et il lui fallait donc échapper au châtiment qu'il aurait encouru s'il avait été attrapé par la justice. Voilà un exemple parmi quelques autres. Voilà donc la première biographie de Shakespeare, c'est celle de Nicholas Rowe. Alors quelques années plus tard, presque un siècle plus tard, en 1778, un autre éditeur de Shakespeare, qui s'appelle Edmund Malone, en tête de l'édition nouvelle qu'il propose du théâtre de Shakespeare, lui aussi, reprenant les anecdotes mises en avant par Rowe, découvrant un certain nombre de documents, les traitant de manière fort peu scientifique, s'appropriant le butin mémoriel en quelque sorte sur lequel il parvient à mettre la main. Donc Edmund Malone se livre à un deuxième exercice biographique consacré à la personne de Shakespeare, mais sans disposer véritablement de davantage de documents et d'éléments que ceux que j'ai présentés il y a un instant. Le grand souci de Malone, c'est d'établir pour le théâtre de Shakespeare une chronologie, parce qu'on ne sait même pas quand les pièces ont été écrites, quand elles ont été représentées. On ignore absolument tout de l'ordre dans lequel le théâtre de Shakespeare a été écrit. Donc, en se livrant à toutes sortes de spéculations savantes, Malone est le premier à essayer de proposer pour l'œuvre de Shakespeare une chronologie dont cette œuvre était encore dépourvue. C'est un point sur lequel je n'insiste pas davantage parce que je vois que le temps passe, mais c'est un point auquel j'accorde beaucoup d'importance dans le livre dont je suis en train de parler. C'est très intéressant de voir qu'en fait, jusqu'au XVIIIe siècle, on ne se soucie absolument pas de savoir ce qu'est la vie d'un écrivain, ce qu'est la vie d'un poète, ce qu'est la vie d'un dramaturge. Les seuls qui méritent que leur vie soit racontée, ce sont les grands de ce monde, les nobles, les guerriers, les saints. Eux méritent bien sûr une biographie, encore que le mot de biographie n'existe pas encore, ni dans la langue anglaise ni dans la langue française à l'époque de Shakespeare. Seuls les grands méritent que leur vie soit comptée, et les écrivains ne comptent pas au nombre de ces grands. Il faudra attendre le XVIIIe siècle, il faudra attendre surtout le romantisme pour que le poète, l'écrivain, l'artiste accèdent à un statut qui rende désormais légitime et même indispensable l'entreprise biographique dont il va être l'objet. À l'époque de Shakespeare, un écrivain peut tout à fait se passer de vie parce que sa vie, elle n'intéresse personne, elle n'intéresse pas l'auteur, elle n'intéresse pas le spectateur, elle n'intéresse pas le lecteur. Dans une très large mesure, Shakespeare en tant que personnage est moins un auteur du XVIe siècle qu'un auteur du XIXe siècle. Ce sont les romantiques, avec Hazlitt en Grande-Bretagne, ou chez nous, avec un certain nombre de grands écrivains et de poètes, dont Victor Hugo. Ce sont très largement les romantiques qui ont inventé Shakespeare, qui ont pourvu l'auteur d'Hamlet d'une vie dont cet homme, à l'époque où il vivait, était dépourvu parce que tout simplement, il n'en avait pas besoin. Je ne peux pas parler de tout, ni ici, ni dans le livre que j'ai écrit, mais il y a bien sûr un personnage qui, à cet égard, est susceptible de nous intéresser de façon tout à fait légitime, c'est Victor Hugo. Victor Hugo qui
dans son exil dans les îles anglo-normandes, c'est-à-dire au moment où il écrit Les Misérables, compose par ailleurs un gros livre, qui d'ailleurs a été édité par une de mes collègues ici, et je recommande son édition, Dominique Perrache-Leborgne, qui est spécialiste du romantisme. Victor Hugo écrit donc, au cours de son exil dans les îles anglo-normandes, un livre énorme, qui est à mon sens l'un des plus grands livres du XIXe siècle, qui s'intitule William Shakespeare, où il est très peu question de Shakespeare et beaucoup question de Victor Hugo, selon le principe que j'ai énoncé tout à l'heure, qui veut que tout écrivain qui parle d'un autre parle surtout de lui-même, surtout quand cet écrivain c'est Victor Hugo. À l'époque, le fils de Victor Hugo est en train de traduire pour la première fois en français l'intégralité du théâtre de Shakespeare, et jusqu'à une date très récente, c'était la traduction du fils Hugo qu'on trouvait dans l'édition Pléiade, jusqu'à ce que cette édition ancienne soit avantageusement remplacée par une édition bilingue à laquelle a donné naissance Jean-Michel Desprats. Mais si je fais allusion, en ouvrant ainsi une petite parenthèse, au William Shakespeare de Victor Hugo, c'est pour vous donner une preuve de plus de ce phénomène sur lequel j'attire votre attention. Shakespeare a été, dans une large mesure, comme Dante d'ailleurs, Shakespeare a été, dans une large mesure, une invention du XIXe siècle. Non pas l'œuvre de Shakespeare elle-même, encore que on a commencé à lui accorder la valeur que nous lui prêtons désormais seulement au XIXe siècle. On connaissait l'œuvre de Shakespeare avant le XIXe siècle, mais il a fallu attendre le XIXe siècle et le romantisme pour qu'on fasse de Shakespeare un grand personnage dont la légende méritait d'être racontée. J'avance puisque le temps me manque un peu. On ignorait tout de la vie de Shakespeare, on ignore encore tout de la vie de Shakespeare. On ne connaît de Shakespeare que la fable qui a été tirée des quelques faits que je viens de signaler. La seule chose, et encore, dont on dispose, c'est l'œuvre elle-même. L'œuvre dont on veut qu'elle soit un miroir à la surface duquel se réfléchisse le personnage dont on ne sait rien et qui en fut pourtant l'auteur. Que sait-on de cette œuvre ? On dispose d'un texte qui est devenu presque sacré, canonique, c'est l'adjectif qui s'impose, et qu'on appelle le First Folio, en vertu du format de ce livre. Alors de quoi s'agit-il ? C'est une édition du théâtre complet, il faut mettre l'adjectif complet entre guillemets, parce que cette édition est tout sauf complète, je vais le dire dans un instant. Il s'agit donc de l'édition du théâtre complet de Shakespeare qui a été publiée, mais seulement à titre posthume. Jusque-là, je vous le disais, le théâtre de Shakespeare circulait certes sous forme imprimée, mais sous une forme extraordinairement douteuse, puisque la plupart des éditions étaient des éditions fautives ou des éditions pirates. Donc, après la mort de Shakespeare, 6 ans donc après sa mort, 2 de ses amis, 2 de ses camarades décident de rassembler les textes dont ils peuvent disposer de manière à les livrer sous cette forme au lecteur. Sans pratiquement aucun accompagnement. Il y a quelques textes qui entourent le texte de Shakespeare, notamment un poème de son ami, le dramaturge, 2 poèmes je crois d'ailleurs, mais enfin un poème surtout du dramaturge Ben Jonson. Et puis vous trouvez en tête de l'édition ce portrait de Shakespeare qui très vraisemblablement a été dessiné, a été gravé par un artiste qui n'avait jamais vu Shakespeare et qui sans doute s'est inspiré d'une image de Shakespeare, mais dont nul ne sait d'où il l'avait tirée et qui l'avait faite. C'est le seul portrait de Shakespeare dont on soit absolument sûr, quoiqu'il existe par ailleurs un certain nombre d'autres portraits que certains spécialistes présentent comme
également digne de foi. À vrai dire, il y a une autre image de Shakespeare qui existe aussi, hein. C'est le buste qui figure au-dessus de la tombe de Shakespeare à Stratford, sauf que pour compliquer encore la donne, ce buste a été entièrement refait au XVIIIe siècle, à l'époque de Malone, et il est tout à fait possible que l'artiste qui a restauré ce buste, je crois que c'était à la fin du XVIIIe siècle, pour restaurer ce buste, il est tout à fait vraisemblable d'imaginer que cet artiste s'est inspiré de la gravure qui figure sur le folio. Donc c'est l'image d'une image que nous prenons peut-être pour la réalité. Portrait d'ailleurs assez décevant, hein. Shakespeare a été affligé d'une calvitie vraisemblablement précoce, à en juger par la gravure que vous avez sous les yeux. Il a forci avec l'âge et donc certains se déplorent que Shakespeare, disent-ils, ait l'air sur ce buste qui est pratiquement le seul témoignage qui survit de lui, l'air, disent-ils, d'un charcutier satisfait. Bon, ce qui n'est pas très gentil ni pour Shakespeare ni pour les charcutiers. Donc le plus grand mystère entoure également le visage de Shakespeare et rien ne nous dit que cette image que je vous présente en ce moment, elle soit fidèle à l'homme qui fut l'auteur de Hamlet. Alors, je disais théâtre complet. En fait, on n'en sait trop rien. D'abord, il ne s'agit pas d'une édition savante ou d'une édition scientifique au sens moderne du terme. C'est-à-dire, aucune indication n'est donnée concernant l'ordre dans lequel les pièces ont été représentées ou l'ordre dans lequel les pièces ont été écrites. Le sommaire est constitué selon une toute autre logique qui fait qu'on distingue dans l'œuvre de Shakespeare donc les comédies, les histoires et les tragédies, avec un certain arbitraire d'ailleurs dans la manière dont les pièces de Shakespeare sont réparties entre ces trois catégories. Je prends juste un exemple. Le sommaire s'ouvre avec La Tempête, qui est présentée comme une comédie. La Tempête se termine bien, si on veut, quoique les dernières paroles que Shakespeare prête à Prospero sont particulièrement sombres et mélancoliques. Il s'agit de plus très vraisemblablement, de la dernière pièce de Shakespeare, ou en tout cas de la dernière pièce qu'il ait écrite tout seul. Et pourtant, elle figure en tête du sommaire. On n'est pas sûr que toutes les pièces qui figurent dans le folio aient vraiment été de Shakespeare, parce que l'habitude, à l'époque, était de procéder par collaboration. Les pièces étaient souvent écrites à plusieurs. Et de plus, les dramaturges ne s'embarrassaient pas de scrupules pour emprunter à d'autres, des concurrents, des prédécesseurs, le sujet de leurs pièces et même parfois certains des vers qu'ils utilisaient et qu'ils recyclaient. La plupart des histoires que nous attribuons à Shakespeare sont des histoires qu'en vérité Shakespeare n'a pas inventées. Il y avait eu des Hamlet, il y avait eu des Lear, sans parler bien sûr des pièces historiques, avant le Hamlet et le Lear de Shakespeare tels que nous les connaissons. Donc on n'est pas sûr que toutes les pièces qui figurent dans le folio soient vraiment et complètement des pièces de Shakespeare, et on a de bonnes raisons de penser que des pièces qui ne figurent pas dans le folio de 1623, en revanche, ont été écrites entièrement ou partiellement par Shakespeare. C'est ainsi que dans la plus récente édition Pléiade à laquelle je faisais allusion, celle que l'on doit à Jean-Michel Desprats, vous trouverez une pièce que la plupart des lecteurs de Shakespeare, moi y compris, ignoraient, qui est Édouard III, pièce qui est d'ailleurs en ce moment même en train d'être jouée en France, présentée donc comme une pièce de Shakespeare, bien qu'elle ne figure dans aucune des éditions antérieures, anciennes, du théâtre de Shakespeare. Alors je vois que le temps passe, et je ne vais pas bien sûr vous présenter le théâtre de Shakespeare dans son intégralité, ce qui serait bien sûr une gageure. Je voulais simplement attirer votre attention sur trois pièces, trois exemples,
qui permettent de se faire, en dépit de tout, une idée de ce que fut l'œuvre de Shakespeare, en respectant les trois catégories que distingue le folio de 1623. Il y a d'abord les histoires. Shakespeare est quelqu'un qui a tiré son inspiration de l'histoire anglaise. Non pas de l'histoire anglaise récente, celle de son temps, mais d'une histoire antérieure de 2 siècles. Une histoire qui a conduit notamment aux grands affrontements que nous connaissons sous le nom de guerre des Roses, l'affrontement des York et des Lancastre pour la possession du trône anglais. Tout commence, ça n'est pas vraiment la première des histoires, mais c'est celle par laquelle commence le grand cycle que propose le théâtre shakespearien. Tout commence avec une pièce qui s'appelle Richard II, et qui raconte donc comment ce monarque se trouve déposé et puis assassiné par son rival Bolingbroke, qui va lui-même être couronné, usurpateur couronné, sous le nom d'Henri IV, père de Henri V, grand-père de Henri VI, qui lui-même va être remplacé sur le trône lors de la guerre des Roses par Édouard IV, Édouard IV auquel va succéder son frère, Gloucester, Richard III, son frère qui va se faire couronner sous le nom de Richard III, avant d'être lui-même renversé et assassiné, de sorte qu'accède au pouvoir Henry Tudor, qui va être le premier des Tudors qui régneront par la suite sur la Grande-Bretagne pendant un certain temps. J'insiste sur la pièce Richard II parce que c'est elle qui pose pour la première fois, elle n'est pas la seule, mais c'est elle qui pose pour la première fois la question qui est centrale chez Shakespeare, qui est la question du régicide. Est-il légitime? Le pouvoir royal est-il toujours légitime? Y a-t-il des raisons qui justifient le renversement d'un monarque? Faut-il préférer l'ordre, quel qu'il soit, au désordre qui permettra de renverser le souverain pour mettre en lieu et place de cet homme un autre peut-être mieux approprié à la tâche qu'il doit assumer? C'est la grande question que pose Shakespeare, que la question du régicide. Il la pose aussi dans Jules César, il la pose encore dans Hamlet d'une certaine manière, et il la pose donc surtout dans toutes ces pièces que je viens d'évoquer, Richard II, Henri IV, Henri V, Henri VI et enfin Richard III. Richard II est sur le point d'être renversé, il est sur le point d'être assassiné, et à Bolingbroke qui va lui succéder, donc il déclare la chose suivante: vous pouvez me destituer de ma gloire et de ma puissance, mais non de mes chagrins, je suis toujours roi de cela. Et c'est cette phrase qui m'avait inspiré le titre du roman consacré à Churchill que j'ai évoqué tout à l'heure. Bon, là encore, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette question du régicide, mais c'est elle qui fait de Shakespeare un très grand écrivain politique, quelqu'un qui nous invite à réfléchir sur l'ordre et sur le désordre qui sont à l'œuvre dans l'histoire et sur l'attitude qui doit être la nôtre face au pouvoir auquel nous sommes confrontés, quel que soit le lieu ou l'époque où nous vivons. Il y a donc le théâtre historique. Il y a aussi toutes les comédies qui, chez Shakespeare, parlent d'amour. Alors bien sûr, toutes les pièces de Shakespeare qui parlent d'amour ne sont pas nécessairement des comédies. Certaines sont même souvent des tragédies, qu'on pense à Roméo et Juliette ou à Antoine et Cléopâtre, qui à titre personnel sont sans doute les 2 pièces de Shakespeare que je préfère. Qu'on pense bien sûr aussi à Othello, qui est le drame de la jalousie par excellence. Ou qu'on pense aussi à cette autre comédie, pour le coup c'est une comédie, mais une comédie féerique et magnifique. Je parle ici du songe d'une nuit d'été. J'attire votre attention plutôt sur une autre pièce qui est moins connue sans doute, mais qui me semble tout à fait remarquable et merveilleuse, qui est Peine d'amour perdu, qui a cette particularité de mettre en scène des personnages qui sont français, ou en tout cas qui vivent sur l'actuel territoire de la France,
La pièce a pour héros le roi de Navarre qui décide avec ses compagnons de se retirer du monde pour se vouer à l'étude, à la philosophie et surtout pour renoncer à l'amour et pour renoncer à tout commerce avec les femmes. Jusqu'à ce que débarque à la cour de Navarre, en ambassade, la princesse de France et ses dames de compagnie. Et je vous laisse deviner, bien sûr, ce que sera la suite de l'histoire. Shakespeare ne cesse de dire beaucoup de mal de l'amour et des femmes, et on peut lui reprocher à certains égards d'être un auteur misogyne si l'on veut, encore que souvent ce sont les personnages féminins qui l'emportent sur les personnages masculins dans son théâtre, et encore que Shakespeare nous montre, en auteur très moderne, à quel point la différence entre le masculin et le féminin est quelque chose souvent de difficile à saisir et de difficile à établir. C'est que les personnages ne cessent de se travestir dans son théâtre. Bon, donc Shakespeare dit toujours beaucoup de mal de l'amour et des femmes, mais il ne cesse malgré tout de faire l'éloge de l'amour et des femmes dans son théâtre, qu'il s'agisse donc de peines d'amour perdues. Je pense notamment aux grandes tirades qu'il prête à l'un des compagnons du roi de Navarre qui s'appelle Biron et qui déclare notamment « L'amour est plein de caprices extravagants, espiègle comme un enfant, sautillant et frivole, engendré par le regard, plein de formes, d'apparitions et d'images étranges. » Voilà pour les comédies et pour en dire juste un mot. Et puis il y a bien sûr tout le versant tragique, qui est sans doute celui auquel le XIXe siècle romantique a été le plus sensible. Si vous lisez par exemple, j'y faisais allusion tout à l'heure, Victor Hugo et son William Shakespeare, vous verrez que la préférence de Victor Hugo va aux tragédies de Shakespeare, et notamment à Lear, à Macbeth, à Hamlet et à Othello. Prenons simplement, pour finir, ou presque, l'exemple de Macbeth, la pièce écossaise de Shakespeare, écrite sans doute par souci de plaire au roi Jacques, qui avait été lui-même roi d'Écosse avant de succéder à Élisabeth sur le trône d'Angleterre. Et donc dans cette pièce très célèbre, Shakespeare nous raconte comment, afin d'accomplir la prophétie des sorcières qu'il avait rencontrées sur la lande écossaise et poussé par son épouse, la terrible Lady Macbeth, le personnage donc éponyme décide d'assassiner le roi d'Écosse. Une nouvelle histoire de régicide se fait couronner à la place de l'homme qu'il a tué, avant d'être bien sûr à son tour assassiné et renversé. C'est l'une des pièces les plus sombres du théâtre de Shakespeare. Quoique le théâtre de Shakespeare ne manque pas de pièces extraordinairement sombres, qu'on pense par exemple à Lear ou à Othello. Mais il y a malgré tout dans cette pièce, et c'est ce qui en fait sans doute la qualité exceptionnelle, voire unique, une noirceur vers laquelle va Shakespeare et qu'il a rarement atteint avec autant de force. Rappelez-vous le dernier monologue de Macbeth, au moment où, depuis les remparts de sa forteresse, il voit venir à lui les troupes ennemies qui se sont déguisées, enfin dissimulées derrière les arbres de la forêt. Et donc, Lady Macbeth vient de mourir. Il aurait fallu qu'elle meure un jour ou l'autre. Il y aurait eu un moment pour un tel mot, dit Macbeth. Et donc Macbeth s'engage dans ce grand monologue qui a inspiré notamment à William Faulkner l'un de ses plus grands romans. La vie est un conte raconté par un idiot plein de bruit et de fureur et qui ne signifie rien. Rien, c'est le dernier mot de toutes les grandes tragédies de Shakespeare. Rien, c'est le dernier mot de Iago lorsqu'il refuse de s'expliquer devant Othello au moment d'être mis à mort. Rien, c'est d'une certaine manière le dernier mot de Hamlet lorsqu'il s'effondre sur la scène en déclarant « et le reste est silence ». Rien, c'est aussi le dernier mot de Macbeth qui déclare « rien n'est que ce qui n'est pas. De cet instant, il n'est plus rien de sérieux dans la destinée humaine. Tout est jouet, la gloire et la grâce sont mortes, le vin de la vie est tiré, et il ne reste au fond des caves que la lie. » C'est ce qui fait que le théâtre de Shakespeare est si difficile à interpréter. On ne sait jamais vraiment quelle leçon il convient d'en tirer.
notamment sur le terrain politique ou sur le terrain moral. Parce que quelle que soit la leçon que le dramaturge semble adresser au spectateur, il accompagne toujours cette leçon positive, ce message, parfois édifiant, d'une parole sombre et presque nihiliste qui semble réduire à néant le reste de ce qui vient d'être dit. Un mot de conclusion qui va me ramener au paradoxe dont j'étais parti. Il y a un grand poète romantique qui était contemporain de Hazlitt et qui connaissait les textes qu'Hazlitt avait consacrés à Shakespeare. Il s'agit de John Keats. Et à sa manière, lui aussi, il décline le paradoxe dont j'étais parti. Voilà ce qu'il déclare dans une lettre de 1817 qu'il adresse à l'un de ses frères. Je traduis approximativement. Aussitôt, donc Keats parle de sa lecture de Shakespeare, aussitôt j'ai été frappé par la qualité qui était nécessaire pour former un homme accompli, particulièrement dans le domaine de la littérature. Qualité donc que Shakespeare possédait énormément. Je veux dire, et c'est ça l'expression qui est importante, donc la capacité négative, qui est quand un homme est capable d'être au milieu des incertitudes, des mystères et des doutes, sans aucun désir d'atteindre de façon irrétable au fait ou au raisonnable. Alors, c'est cette expression-là, pardonnez le caractère un peu maladroit de la traduction que j'improvise, mais c'est cette expression capacité négative qui est essentielle dans le propos de Keats. Shakespeare possède cette capacité négative qui lui permet de n'être rien précisément, pour reprendre ce mot dont j'usais à propos de Macbeth, de Hamlet, de Iago, de Lear et des autres. Shakespeare est en mesure d'être personne, de n'être rien, et donc d'exister paradoxalement au milieu de toutes les incertitudes, de tous les mystères, de tous les doutes, sans qu'il lui soit possible d'aspirer à quelque forme de certitude, quelque forme de raison ou quelque forme de réalité. C'est paradoxalement cette capacité négative, c'est paradoxalement ce qui manque à Shakespeare, qui fait sa force, qui fait sa grandeur, qui fait son universalité, autre déclinaison donc du paradoxe de Hazlitt dont j'étais parti tout à l'heure. Bon, on retrouve l'écho de tout cela chez un autre très grand poète de langue anglaise qui est T.S. Eliot, mais je vais laisser de côté cet exemple. Pour terminer simplement avec Borges, voilà un tableau, il y a tout un musée à composer à partir des œuvres qui ont été inspirées à de grands peintres ou à de petits peintres ou à des artistes médiocres par le théâtre de Shakespeare. Fossley, Delacroix, bien sûr, William Blake ont illustré Shakespeare parmi d'autres. Ici, j'ai retenu l'œuvre d'un peintre assez méconnu, je crois, qui s'appelle John Gilbert, qui représente en majesté le théâtre de Shakespeare et qui lui donne une dimension véritablement religieuse et sacrée. On a l'impression d'être devant une fresque digne d'orner à la qualité près quelque chose comme le plafond de la chapelle Sixtine, comme si Shakespeare lui-même était semblable à Dieu et comme si son théâtre était égal à la création. Et c'est précisément ce que Borges dit dans l'un des textes qu'il consacre à Shakespeare, qui date de 1958 et qui s'intitule en anglais « Everything and Nothing », tout et rien, pour en revenir à ce mot qui me sert ainsi de conclusion. Borges raconte, sans jamais le nommer, la vie de Shakespeare en 2 pages. C'est une sorte de long poème en prose. Et il imagine ce qu'il advint de Shakespeare après la mort de celui-ci, peut-être le 23 avril, donc 1616. L'histoire, écrit Borges, ajoute qu'avant ou après sa mort, c'est donc Shakespeare, sut qu'il était en face de Dieu, et il lui dit « Moi qui ai été tellement d'hommes en vain,
Je désire en être un seul qui soit moi. Au milieu d'un tourbillon, la voix de Dieu lui répondit « Moi non plus je ne suis pas. J'ai rêvé le monde comme tu as rêvé ton œuvre, William Shakespeare, et tu fais partie de mon rêve, toi qui es multiple comme moi, et comme moi, personne. » Ce qui nous ramène donc au paradoxe dont j'étais parti. Voilà, je vous remercie. Thank you.